bienvenue à cette nouvelle webconférence du Crédit Agricole Île-de-France Banque Privée. Une webconférence que nous avons souhaité dédiée au marché de l'immobilier et à la transition énergétique. Je me présente, Sébastien Sandelian, je suis responsable du marché de la Banque Privée du Crédit Agricole Île-de-France. Et aujourd'hui, pour parler de cette thématique, je serai accompagné de Mathieu Girardon, responsable de la filiale immobilière du Crédit Agricole Île-de-France, et Guillaume Angle, président et fondateur d'Immofix. Alors, pour démarrer cette webconférence, on va tout d'abord vous faire un point de situation sur le marché de l'immobilier, puis ensuite, nous traiterons du sujet de la transition énergétique sur l'immobilier. Donc, ma première question sera pour Mathieu. Alors, Mathieu, on a vécu une période là de 2 années de confinement. On a vu que les usages avaient quand même beaucoup changé et les critères, en tout cas de sélection immobilier, avaient beaucoup évolué avec la recherche d'espace notamment, la recherche d'extérieur. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a un nouveau contexte géopolitique sur lequel il y a des impacts sur le plan économique. On parle beaucoup d'inflation, on parle beaucoup d'hausse des taux d'intérêt. Finalement, à l'aune de tout ça, quelles sont les inflexions qu'on peut voir sur le marché de l'immobilier francilien ? Sébastien, effectivement, il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être déjà faire un focus sur 2 marchés. Déjà, il y a l'immobilier neuf d'une part et puis l'immobilier dans l'ancien. Ce qu'on abordera ensemble aujourd'hui, c'est le marché Île-de-France. Donc déjà, on va partir de données qui sont d'abord statistiques, avec des données de marché. Et puis après, on essaiera de creuser justement sur ces tendances déjà post-Covid, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de signaux à la fois positifs, mais quand même, il y a quelques nuages qui arrivent dans les prochains mois et sur lesquels on devrait être forcément très vigilant. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble, si vous le voulez bien. Très bien. Ce que je voudrais faire, c'est vous donner quelques éléments en ce qui concerne le neuf. Les promoteurs vous le diront déjà par ailleurs, mais on a déjà des mises en vente aujourd'hui qui connaissent un plus bas de 10 ans, c'est-à-dire moins 24% déjà par rapport au premier trimestre 2021. On a aussi des réservations qui sont en forte baisse, moins 13% par rapport à 2021, et une offre globale qui, elle aussi, est vraiment historiquement très faible au 31 mars 2022, dernière date à notre connaissance. Alors forcément, quand vous avez une raréfaction de l'offre, ça, pour effet mécanique, c'est de faire monter les prix. Donc on est à plus 3,9% sur les prix de vente moyens en Île-de-France, avec un prix moyen au mètre carré de 5 560 €. Donc là, on est sur le sujet du neuf. Donc là, on a un choc d'offres sur le neuf, clairement, oui, avec une raréfaction de l'offre, vous le disiez. Sur l'ancien, du coup, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, peut-être encore quelques éléments sur le neuf ? Tout à fait. Mathieu ? C'est surtout, pour reprendre tout ça, c'est peut-être quand même remettre dans le contexte quand même plusieurs éléments qui sont positifs, structurellement. C'est bien de les mettre en évidence. Mais il faudra qu'on regarde juste après aussi quels sont les points de vigilance dont je vous parlais, et en particulier en ce qui concerne le neuf. Donc on a des éléments quand même positifs qui nous laissent à penser que sur le long terme, on peut rester quand même plutôt optimiste. La première chose, c'est l'appétence structurelle qu'ont les Français pour le logement, et donc le neuf participe bien sûr à cette dynamique. Nous avons aussi des taux de crédit. On le sait, il y a des taux d'intérêt, on entend dire que ça monte, et c'est une réalité. Pour autant, si on regarde sur un horizon de temps long, ça reste encore aujourd'hui relativement bas. On a des facteurs structurels de soutien à la demande. On y reviendra tout à l'heure, notamment le rapport à la retraite, les dynamiques de démographie. Et puis, là, c'est aussi culturel. Pour les Français, la pierre reste une valeur refuge. Et puis, là, nous avons des éléments... dans un horizon de temps assez court, c'est le Grand Paris, et puis les Jeux Olympiques qui, espérons-le, en tout cas, viendront en soutien à la demande pour le neuf. Et Sébastien, justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même une forte montée de l'incertitude. Alors, on ne va pas s'en cacher, les promoteurs eux-mêmes le disent aujourd'hui. On a une raréfaction de l'offre, on l'a dit, et donc une hausse des prix, d'accord, mais jusqu'où ? Et là, à un moment donné, la demande pourrait aussi décrocher si on arrivait à des étiquettes de prix trop élevées.
On a les taux d'intérêt, donc évidemment, qu'on soit du marché de l'immobilier ou du secteur bancaire, forcément, on regarde les taux d'intérêt avec attention parce que si la pente est trop vive, ça peut gripper le marché. Il y a un autre élément, c'est le régulateur, le HCSF, vous y faites, je crois, souvent allusion du côté de la banque privée, et ça pour effet quand même d'écarter aussi de plus en plus les primo-accédants, et ça c'est aussi mauvais pour le soutien au marché. Et puis, ça, c'est pas un scoop aujourd'hui, mais évidemment, on entend parler d'inflation et c'est la valse des étiquettes, notamment sur les matières premières, les prix de l'énergie. Et, ajouter à cela, les normes environnementales qui deviennent très strictes et qui ont pour effet mécanique, forcément, de faire monter très fortement les prix. Et c'est ce qu'on redoute, en tout cas, sur la deuxième partie de l'année. Donc, des éléments quand même très structurels qui maintiennent quand même les prix sur le neuf. Absolument. Sur l'ancien, du coup, cette fois-ci, est-ce qu'on est dans la même dynamique ? Sur l'ancien, oui. Maintenant, forcément, le marché est un peu moins étroit, on va dire, que le marché du neuf. Et là, on va être obligé, à un moment donné, de vous donner des chiffres. Alors, on peut vous donner des éléments macro pour l'Île-de-France. Donc, vous les voyez certainement à l'écran. Donc, vous avez effectivement une moyenne des prix qui continue de progresser, avec une progression de 2,4% sur un an à fin février 2022. Le prix des appartements, il est plutôt stable sur l'ensemble de l'Île-de-France à plus 0,5%, tandis que celui des maisons connaît un fort engouement puisqu'on est à plus 6,3% de hausse sur 12 mois glissants. Mais vous parlez de l'Île-de-France toute seule, ça veut tout et rien dire parce que forcément, il y a des micro-marchés. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'évoquer chaque sous-marché, mais on va essayer de vous donner 3 tendances. Celle de Paris, celle de la petite couronne et puis celle de la deuxième couronne. Alors Paris, c'est justement l'exception. On va commencer par l'épicentre. Tout d'abord, c'est une légère baisse de prix à 1,2% sur un an. Mais vous verrez juste après, je vous ferai une projection sur des données avec notre partenaire Yann Porte sur ce qu'on envisage là, dans les tout prochains mois avec de la data avant les données officielles pour vous donner vraiment si cette tendance est continue ou s'inverse, et ça je vous le dirai juste après. Mais en tout cas, on a un affaissement des prix à Paris. Par contre, dès qu'il y a une baisse, vous avez la demande qui est là quand même pour se repositionner. Donc Paris n'a quand même pas donné son dernier mot jusque-là. En matière d'indicateurs, dans ce que je vous disais, en tout cas, on a une prévision annuelle à fin mars, donc excusez-moi, donc plutôt à fin juin, avec une baisse donc à 2,40%, donc de 2,40% sur 12 mois, donc une baisse qui s'accélère. On passe à la petite et grande couronne alors. Voilà. Donc la hausse des prix qui ralentit en petite couronne. Concrètement, c'est quoi? Des prix d'appartements qui sont en légère hausse, mais c'est pas extraordinaire. On a toujours les maisons qui ont le vent en poupe, avec des hausses qui vont jusqu'à 5,7% de hausse des prix sur 12 mois. Et les indicateurs nous font dire que si on projette à 12 mois, mais d'ici la fin du trimestre qui arrive, finalement, ces hausses vont commencer à rencontrer un plateau. Et donc la question, c'est est-ce que c'est un signe avant-coureur d'un essoufflement du marché sur la première couronne? Ça, on le saura, encore une fois, probablement qu'à partir du deuxième semestre. Alors la grande couronne, c'est celle qui a le vent en poupe, puisque aussi bien les appartements que les maisons connaissent un fort engouement. Le réservoir d'ailleurs de maisons à pourvoir est aussi beaucoup plus important, excusez-moi. Et puis voilà, il y a la recherche de verdure et ça se voit dans les prix puisque la maison avec jardin, c'est 6,6% de hausse nette sur 12 mois et on l'anticipe jusqu'à 7,5% de hausse à projection d'ici la fin du deuxième trimestre. Alors des écarts entre les départements peut-être. Alors oui, ce que je voulais vous montrer ici, Sébastien, c'est que en fait, dans les données partielles qu'on a sur de la data prédictive, on voulait vérifier si la tendance du premier trimestre tend à se confirmer au deuxième trimestre. Donc la réponse, c'est que en fait, ça va être dans la droite ligne de ce qu'on a déjà connu au premier trimestre. Concrètement, Paris, on envisage du moins 3% à fin mai, voire fin juin, sur 12 mois.
Les Hauts-de-Seine vont être quasi stables. Par contre, dès que vous reculez de Paris, là, vous avez des hausses qui sont assez impressionnantes, avec des prix qui oscillent entre plus 6 et plus 7% selon les départements. Alors, Sébastien, oui. Je rebondis sur les signaux. Est-ce que finalement c'est un effet de mode le post-Covid ou est-ce que véritablement il y a une tendance qui s'installe ? Une tendance de fond Exactement. structurelle. Donc l'idée c'est à travers voilà, le document que je vous soumets, il semblerait qu'on ait vraiment une tendance de fond qui s'installe. La première chose, c'est que l'engouement pour la campagne, les zones périurbaines ne se dément pas, puisqu'on l'a vu dans les chiffres juste avant. L'autre élément, c'est que les biens qui détiennent, qui sont pourvus d'un espace extérieur, que ce soit les appartements avec balcon, les maisons avec jardin, ont droit à une surcote, tandis que ceux qui n'ont pas d'espace extérieur, pour le coup, sont boudés par le marché. Il y a aussi le souhait d'avoir une pièce en plus. On pourrait se dire, oui, c'est dans le cas d'un agrandissement du foyer, mais en réalité, il y a d'autres éléments. Il y a le télétravail qui s'est clairement imposé et qui perdure. Et donc, la pièce en plus est très recherchée, puisque aujourd'hui, il y a conciliation entre le domicile et qui devient un lieu hybride aussi pour le travail. Alors, Paris continue sa décroissance démographique. Alors ça, c'est pas nouveau. C'est un phénomène qui a déjà plus d'une dizaine d'années, mais qui contraste clairement aujourd'hui avec ses départements voisins. Et enfin, et là je m'adresse aux propriétaires bailleurs ou futurs propriétaires bailleurs, donc ils sont en quête d'opportunités pour de l'investissement, et Guillaume y reviendra certainement en matière de rénovation énergétique, mais aujourd'hui il faut savoir que la part des mises en vente de passoires énergétiques a fortement augmenté, et ça peut laisser entendre qu'il y a probablement des opportunités localement, à savoir... voilà, en tout cas, étudier le moment venu. Enfin, et là, ça sera pour clôturer ce sujet en fait, du logement dans l'ancien en Île-de-France. Vous allez voir, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui sont des vrais points de vigilance et d'autant plus marqués pour clôturer ce deuxième semestre. Ce deuxième semestre, je vais y arriver, c'est effectivement l'inflation et les questions de pouvoir d'achat, puisque c'est au cœur des attentes des Français. On a de vraies préoccupations et des attentes fortes vis-à-vis de notre gouvernement aujourd'hui. On a le contexte géopolitique, on pense à la guerre en Ukraine et l'impact sur les matières premières et les prix de l'énergie qui sont pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat dont je parlais juste avant et qui peut à un moment donné freiner les ardeurs en matière d'acquisition. On parlait des taux d'intérêt, on y revient, que ce soit pour l'ancien ou le neuf. Les taux d'intérêt, ça va être une variable extrêmement importante pour nous dans la vigueur avec laquelle ces taux vont remonter. Et enfin, ça c'est la grande inconnue, mais qui sera, je pense, qui va se préciser prochainement, c'est quelle est effectivement la trajectoire voulue par notre gouvernement en matière de planification de la transition écologique. Et on sait tous que ça aura forcément des impacts positifs ou négatifs sur la filière logement. Alors, ça c'est la grande question. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou est-ce que finalement, pour ceux qui sont propriétaires, c'est le moment de vendre ? Alors ça, c'est une question qu'on a eue, je pense, depuis toujours et qu'on continue d'avoir et qu'on aura encore demain. Et je suis déjà navré pour la réponse que je vais vous apporter, elle ne vous satisfera pas. Mais si vous êtes dans la position d'un futur acquéreur, j'aurais tendance à vous dire, ne rentrez pas dans une logique de spéculation, puisque c'est comme ça que vous risquez de faire des bêtises. Donc ça doit bien s'inscrire dans une logique de long terme. Donc si vous êtes dans l'intention d'acheter, l'idée c'est de faire attention de ne pas acheter trop cher votre bien, et pour ça, on vous invite à vous faire accompagner par des experts d'un marché local pour vous achetiez au bon prix. Et puis, il faut que votre projet soit suffisamment mûr pour ne pas vous faire devancer par d'autres futurs acquéreurs qui, eux, pour le coup, seront peut-être plus rapides que vous et vous ferez passer à côté d'opportunités. De la même manière, si vous êtes vendeur, là aussi, j'invite à être prudent parce que si vous êtes vendeur, on est très souvent tenté de vouloir vendre le plus haut possible. Mais le risque, c'est que tout simplement, vous ne puissiez pas vendre dans les délais impartis.
Et puis, à l'inverse, c'est si vous vendez en bradant votre logement, c'est finalement très mauvais aussi pour votre patrimoine. Donc, si j'ai un mot, c'est le long terme, le long terme, le long terme, et surtout pas viser à échéance de temps, à 12 mois, 24 mois, ça n'a pas de sens. Toujours un bon conseil quand on parle de placements patrimoniaux, de toute façon, et quand on est sur la pierre. Merci Mathieu pour ce point marché très clair. Merci à vous. Sur l'immobilier. On a parlé de tendance de fond quand même, de rééquilibrage quelque part entre petite couronne, grande couronne. On a vu, et tu l'as évoqué, le sujet de la transition énergétique. Donc ça va nous faire une transition toute trouvée pour une deuxième tendance de fond finalement qui va avoir des impacts non négligeables sur le marché de l'immobilier. C'est celui effectivement de la transition énergétique. Une transition énergétique qui est portée par le gouvernement maintenant depuis plusieurs mois, avec une loi emblématique qui est la loi climat et résilience qui a été votée en 2021 et qui a pour objectif notamment de conduire à un net zéro carbone en 2050. Donc, et avec la volonté effectivement que l'ensemble du parc immobilier ne soit plus qu'il n'y ait plus de passoire énergétique dans ce patrimoine immobilier. Donc, quand on connaît l'ensemble du patrimoine immobilier français, il y a du travail. Donc, 2050, c'est à la fois loin et en même temps, c'est assez proche. Et finalement, dans le choix aussi que vous allez devoir faire dans votre acquisition immobilière, il y a quelques indicateurs qui étaient regardés un petit peu rapidement avant et qui vont certainement devenir très, très prégnants. Et peut-être on peut commencer par ça, Guillaume, c'est la notion de DPE et d'audit énergétique qui là vont devenir certainement déjà aujourd'hui, mais dans les mois à venir, des éléments très importants dans le choix du bien à acquérir. Je dirais, Sébastien, même déjà aujourd'hui. Alors, une définition toute simple. Vous savez que quand vous vendez un bien, vous avez des diagnostics obligatoires à réaliser. Et le DPE fait partie de ces diagnostics obligatoires. Et donc, ça s'appelle le diagnostic de performance énergétique. Donc, ça permet de connaître votre note énergétique, autrement dit, la consommation d'énergie de votre logement. Et à côté de ça, donc, c'est un document obligatoire au moment de la transaction immobilière, qui est demandé au vendeur. Et à côté de ça, vous avez l'audit énergétique, qui est là un diagnostic très fin de la situation du bâti de votre logement, et qui vous permet d'entreprendre des travaux. Deux grandes différences. Un audit énergétique, c'est à peu près 300 €. Un DPE, c'est à peu près 300 €. Un audit énergétique, c'est une analyse fine réalisée par un ingénieur thermicien. Et on est dans des prix entre 1 000 et 1 500 € à peu près. Et donc, quand vous évoquiez tout à l'heure l'importance du DPE, il faut savoir que depuis quelques années maintenant, les notaires analysent ce qu'on appelle la valeur verte. Et cette valeur verte, alors qu'est-ce que c'est ? Très simplement, c'est le surplus de prix que des acquéreurs sont prêts à verser pour faire l'acquisition d'un bien qui est économe en énergie. Alors vous devez le voir sur la slide. Vous voyez donc en vert, ce sont les logements qui sont BBC, donc les bâtiments basse consommation. Sur l'échelle du DPE, on est sur une note AB. Et en rouge, vous voyez des logements donc, qui coûtent moins cher à l'achat et qui sont identifiés par les lettres F ou G. Alors, ces chiffres-là datent, on va dire, d'avant la période du Covid. Parce qu'à l'époque, dans un marché comme le marché francilien, c'était un marché tendu, la note énergétique n'avait pas tant d'incidence auprès des acquéreurs. Mais comme l'a évoqué Mathieu tout à l'heure, il semblerait, toujours au conditionnel, parce qu'il faudra attendre encore peut-être le deuxième, voire le premier semestre 2023, il semblerait que des propriétaires mettent en vente les passoires thermiques. Donc, nous ne savons pas encore si ces écarts que nous pouvions constater, et qui, à l'échelle de la France, je vais vous le présenter tout à l'heure, représentent un montant assez important. Donc, nous ne savons pas encore si ces écarts seront beaucoup plus importants à partir de 2023. Surtout, et on va le voir tout à l'heure, que les réglementations en matière climatique, notamment en matière de rénovation énergétique, qui sont issues de la loi climat et résilience qu'évoquait Sébastien, vont sans doute accroître la demande de biens économes en énergie, ce qui potentiellement
pourrait augmenter encore ces prix et augmenter le différentiel d'avec les maisons ou les logements qui sont identifiés comme des passoires thermiques. Alors, comme je vous le disais, à l'échelle de la France, donc bien évidemment, ce sont des moyennes. En moyenne, la valeur verte était estimée à la fin de l'année dernière à 23%. Donc, l'écart de prix entre un bien identifié F ou G ou un bien identifié AB. Alors, bien évidemment, on évoquait tout à l'heure très rapidement la loi climat et résilience. Je vous disais que potentiellement, ça pourra avoir un effet sur ce différentiel de prix. Mais avant d'envisager cet effet, est-ce que vous sauriez me dire à peu près l'état des lieux du parc immobilier? Alors, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais juste pour vous donner un état des lieux du stock de logements énergivores dans le département 78 et 92. Regardez, dans le 78, nous avons identifié, ce sont des statistiques qui datent de 2020, à peu près 285 000 logements qui ont une note énergétique E, F ou G, versus à peu près 31 000, presque 32 000 logements qui ont une note AB. Donc vous voyez l'écart et vous imaginez le travail de rénovation considérable qu'il va y avoir à faire. Dans le département 92, donc dans les Hauts-de-Seine, Mathieu évoquait tout à l'heure le faible écart de prix. Il semblerait que les prix soient stabilisés dans ce département. Là encore, on se retrouve avec un stock de biens énergivores qui est conséquent. Vous imaginez, c'est pratiquement 10 fois plus que le nombre de logements qui ont une note AB. Et de manière plus fine, il faut savoir que nous avons analysé donc, les différentiels de prix dans les Hauts-de-Seine. Et ce chiffre, cet écart de prix que vous pouvez voir sur le slide suivant, donc le différentiel est de 21%, c'est basé sur une analyse des prix de l'immobilier qui date du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2020, donc avant la crise sanitaire. Et déjà avant cette crise sanitaire, nous pouvions constater une différence de prix très importante entre des maisons EFG, dans le département des Hauts-de-Seine, et des maisons AB. Alors voyons maintenant ce qu'on parlait de la réglementation, des évolutions induites par la loi climat et résilience. Alors pour vous expliquer très simplement les choses, je vais commencer par vous parler des propriétaires bailleurs et ensuite nous évoquerons les nouvelles obligations qui vont être imposées aux vendeurs de maisons énergivores. Alors concernant les propriétaires bailleurs, alors là, il va y avoir beaucoup d'interdictions qui vont être mises en place. On a essayé de vous les synthétiser sur cette flèche temporelle. Les premières informations qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 25 août 2022, vous ne pourrez plus augmenter les loyers pour les logements, dans les loyers pour les logements qui sont identifiés comme une passoire thermique. À partir du 1er janvier 2023, il y aura une interdiction formelle de louer des logements qui sont qualifiés d'indécents. Alors techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des logements dont la consommation énergétique dépasse les 450 kW d'énergie finale par mètre carré et par an. Alors d'après le ministère de la Transition écologique, il semblerait qu'il y ait à peu près 90 000 logements qui soient concernés par cette interdiction à l'échelle de la France. Mais la première interdiction de louer commence dès le 1er janvier 2023. Et ensuite, progressivement, cette interdiction de louer va concerner, donc en 2025, les logements qui sont identifiés par la lettre G sur le DPE, en 2028 par la lettre F, et enfin en 2034 par la lettre E. Donc vous voyez bien que ces contraintes sont d'ores et déjà en place. Ce qui veut dire que si vous louez un studio, par exemple, dans un immeuble à Paris, que sa note énergétique est G, potentiellement, à partir de 2025, vous ne pourrez plus le louer. Alors je vous dis potentiellement, tout simplement parce que le 8 avril dernier, il y a un décret qui est sorti et qui a voulu essayer d'affiner un petit peu, d'alléger plutôt cette interdiction, tout simplement parce qu'on peut se retrouver des fois avec des immeubles dont il est difficile de faire la rénovation énergétique. Comme nous sommes à Paris, on peut imaginer par exemple les immeubles haussmanniens ou alors différents critères
par exemple, des rénovations qui feraient courir un risque de pathologie pour le bâti. Ce qu'il faut retenir, parce que là on est vraiment dans du détail très technique, c'est que le principe, le gouvernement a voulu envoyer un signal fort. Il a voulu dire à un moment donné, et ça aura un impact sur les investissements immobiliers qu'a évoqué Mathieu tout à l'heure, il a voulu dire il faut que les propriétaires rénovent leur logement. Alors Guillaume, je me permets Oui. de vous interrompre. Oui. Là, on parle de la location, des Tout bailleurs. Tout à fait. Le DPE, généralement, est plutôt demandé au moment des actes de cession, de vente. Oui, mais si vous louez un logement, Oui. vous êtes obligé de remettre un DPE à votre locataire. D'accord. Donc chaque fois que vous êtes obligé de remettre ce Très DPE. bien. Et s'il est plus valable, vous allez être obligé donc d'en réaliser un nouveau. Et si la lettre G sort du chapeau, apparaît, ça peut rendre les choses un peu plus compliquées. Bon, ce qu'il faut juste pour vous rassurer un petit peu, c'est que le gouvernement a quand même conscience des difficultés, par exemple dans des copropriétés où le syndic ou la majorité des copropriétaires ne voudraient pas rénover le bâtiment. Ça serait difficile de vous interdire de louer votre logement si vous êtes tout seul à vouloir faire des travaux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un signal qui est donné. Il va falloir que nous rénovions tous les logements, les copropriétés, les maisons individuelles, et que certaines fois, il pourrait y avoir des allègements de cette interdiction de louer en fonction du contexte. En tout cas, si vous envisagez d'investir, donc comme le disait Mathieu, il peut y avoir des opportunités dans un placement long terme sur des appartements, des studios. Et là, donc, il serait intéressant de réfléchir à cette incidence donc, de la note énergétique et éventuellement envisager de faire des travaux, d'anticiper ces travaux ou peut-être de mobiliser le syndic ou de s'intéresser à toutes ces questions. Donc là, nous avons vu côté propriétaire-bailleur et maintenant côté vente. Parce que là aussi, lors de la vente de logements qui sont détenus en monopropriété, alors bien évidemment, on pense immédiatement à des maisons, mais ça peut être aussi des immeubles qui sont détenus par des monopropriétaires. Et donc, à partir du 1er septembre prochain, si le DPE fait apparaître une note F ou G, vous aurez l'obligation de réaliser un audit énergétique. Et cet audit énergétique devra être transmis, bien évidemment, au potentiel acquéreur pour qu'il en prenne connaissance. Alors, il faut avoir conscience que dans l'audit énergétique, vous allez avoir des scénarios de rénovation et une estimation du montant des travaux à réaliser. Donc, il faut avoir aussi conscience que lorsque l'acquéreur potentiellement verra qu'il y aura 40, 50, 60 000 euros de travaux à réaliser pour rénover la maison qu'il souhaite acheter, peut-être que les négociations seront un peu plus difficiles et potentiellement, vous pourriez être obligé de décoter un peu votre bien qui n'aurait pas été rénové. Donc ça aussi, il faut y penser. C'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans. Ça commence le 1er septembre 2022. Alors uniquement pour les DPE F ou G, mais à partir de 2025, ça va concerner aussi les DPE E. Et enfin, à partir de 2034, le DPE D. Donc vous voyez, la volonté, c'est en permanence d'inciter à la rénovation de tous les logements. Parce que comme l'a dit Sébastien, il faut qu'on atteigne en 2050 un parc immobilier labellisé BBC, bâtiment basse consommation, et il faut qu'on rénove plus de 36 millions de logements. Donc on a du boulot, clairement. Un enjeu très fort oui. de rénovation du parc immobilier. Un enjeu finalement pour nos clients patrimonial qui est quand même très fort, parce qu'on a vu à la fois sur la partie locative, sur la partie valorisation du bien, qui est également important. Et puis il y a un enjeu environnemental, puisque pour le coup, c'est une participation aussi sociétale de tous les propriétaires à cette transition. Donc, alors concrètement, comment on fait quand on est propriétaire d'un bien immobilier, qu'on veut faire cette rénovation énergétique? Quelles sont les démarches à entamer C'est la question. C'est comme la question qu'on posait à Mathieu, est-ce qu'il faut acheter ou vendre? Voilà. Comment on fait pour rénover? La grande question. Alors, il faut savoir comment... Alors, vous devez retenir déjà, le gouvernement essaie de mettre en place un service public. Ce service public, c'est France Rénov'. C'est la nouvelle marque, c'est le service public de la rénovation énergétique en France. Vous en avez dans tous les départements, vous avez un site internet, vous pouvez trouver des interlocuteurs. Ils vont pouvoir vous donner des conseils gratuits
sur les aides, sur comment rénover, quel va être le parcours à suivre pour essayer de rénover les biens. Nous, de notre côté, et c'est pour cette raison que je suis présent aujourd'hui, nous travaillons donc avec le Crédit Agricole Île-de-France sur des parcours qui vont vous permettre de simplifier ces process de rénovation énergétique et surtout d'alléger tout ce travail. Parce qu'on le sait, malheureusement, les travaux et la rénovation, vous avez sans doute déjà entendu parler de ces sujets-là, Sébastien, ça fait peur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux, mais ça fait peur. On se pose la question du budget, le temps que ça prend, d'aller consulter les artisans, d'être sûr que les devis correspondent à un bon prix. Donc de la complexité aussi des aides, parce que ces aides, il faut monter des dossiers administratifs, ça prend du temps pour être sûr de les obtenir. Et la peur aussi, la peur des arnaques, la peur des malfaçons et éventuellement des mauvais retours sur investissement. Alors, sur le mauvais retour sur investissement, il faudrait presque distinguer deux choses dans la rénovation. Depuis, on va dire, au tout début des politiques publiques de rénovation énergétique, on s'orientait sur de la rénovation monogeste. Et l'idée, c'est que vous changiez votre chaudière, on mettait une pompe à chaleur, et l'État pouvait vous subventionner. Mais progressivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant dans le rythme des rénovations et qu'on n'arrivait pas à augmenter les logements, on n'arrivait pas à faire des sauts de classe. Donc c'est notamment l'ADEME, l'agence qui est en charge de ces questions de transition énergétique, qui a analysé plus de 3,5 millions de maisons ayant subi des travaux. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait juste 8% des maisons qui avaient subi ces travaux qui avaient pu faire un saut de classe. Donc les pouvoirs publics ont décidé aujourd'hui de privilégier les rénovations globales. Et on fait le lien avec ce que j'évoquais au départ, ce sont les rénovations globales qui vous permettent d'avoir un impact patrimonial fort. Parce que les rénovations monogestes ne vont pas augmenter le prix, ne vont pas rajouter de la valeur verte à votre maison ou à votre logement. Donc il faut avoir conscience que si vous, aujourd'hui, vous engagez des travaux de rénovation, il faut réfléchir à penser rénovation globale. Alors, ce sont des budgets. Vous verrez que dans un audit énergétique, vous avez plusieurs scénarios. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout, mais vous aurez une feuille de route bien précise pour essayer d'atteindre ce niveau BBC que nous devons collectivement atteindre en 2050. Alors, de notre côté, je vais vous donner quelques astuces. C'est ce qu'on applique, nous, chez Imofix, où on accompagne, donc on a un ingénieur travaux qui va accompagner nos clients et aussi des clients du Crédit Agricole dans leur rénovation énergétique. C'est une méthode en 5 étapes. La première étape qui est, je dirais, obligatoire parce qu'elle va vous permettre de débloquer certaines aides, c'est la réalisation d'un audit énergétique. Une fois que vous avez l'audit, vous avez un plan, 3 scénarios généralement. Vous savez les travaux que vous devrez faire. Et en plus, comme le bureau d'études est assuré par une garantie décennale, ces travaux-là seront couverts. Ensuite, vous allez passer dans une phase de conception. Vous pouvez peut-être demander à un architecte, demander à un maître d'œuvre local ou à un accompagnateur ou à une structure, bien évidemment, comme la nôtre. Ce que je dis souvent, c'est que imaginez que vous ayez, par exemple, envisagé de faire des travaux d'agrandissement dans votre maison. Eh bien, ça vaut le coup de réfléchir à embarquer la rénovation énergétique au moment de cet agrandissement parce que ça aura un impact sur la valeur patrimoniale de votre maison. Donc, vous allez rajouter de la valeur, pas uniquement sur l'agrandissement que vous vouliez réaliser ou la reconfiguration du bien, mais également en rendant votre logement économe en énergie. Et ensuite, vous passez dans une phase de financement de l'opération. Alors là, il faut savoir une chose, les aides sont versées en moyenne entre 4 et 6 mois après la fin des travaux. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'obtenir un financement, alors soit avec de l'épargne, soit sous forme d'un prêt bancaire, où vous allez couvrir 100% de votre projet de travaux. Et ensuite, bien évidemment, il y a la phase de réalisation des travaux. Et ce qui est important aussi en fin de chantier, avant la levée des réserves, c'est de pouvoir faire un contrôle par un autre bureau d'études de la qualité du chantier. Pour s'assurer très simplement que le scénario que vous aurez choisi, scénario qui aura été proposé par le bureau d'études thermiques, a bien été réalisé et que les travaux correspondent à ce scénario, que les travaux ont bien été réalisés et que vous serez sûr d'atteindre la performance énergétique que vous souhaitez. Donc, en résumé, c'est une méthode en 5 étapes
Si vous la suivez, vous devrez réussir, je ne vais pas dire à 100% des fois, mais quasiment très souvent, on va dire à 80% des fois, vos travaux de rénovation. Et si vous n'avez pas le temps, vous avez des structures comme la nôtre qui sont là pour vous aider, vous accompagner et vous simplifier la vie. Voilà Sébastien. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications. Avec c'est plaisir. beaucoup plus clair pour vous. Ces éléments sont très importants parce que vous le savez aussi, le Crédit Agricole Île-de-France est très engagé dans la transition énergétique de la société et on est là pour vous accompagner. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, à vous rapprocher de votre conseiller habituel qui lui fera le nécessaire en fonction pour vous mettre en relation avec les experts qui pourront vous aider dans votre démarche de transition. Peut-être avant, parce qu'on a reçu quelques questions, et avant également, je pense que certains d'entre vous peuvent être concernés également si vous êtes propriétaire de locaux professionnels, tertiaires, que ce soit du bureau, de la logistique, du commerce. Une autre réglementation qui est apparue, c'est le décret tertiaire. Je vous invite pour cela à regarder une autre webconférence qui a traité du sujet il y a quelques jours. On va vous mettre les références en commentaire sur la présentation. N'hésitez pas, c'est également très instructif et on est toujours dans cette dynamique de transition énergétique et du net zéro carbone pour 2050. Alors, peut-être avant de conclure, on a reçu quelques questions. Tout d'abord, Mathieu, est-il toujours rentable d'acheter un bien locatif en Île-de-France au regard des prix de l'immobilier qui, eux, alors même si on a vu que c'était quand même un peu tassé, mais ont quand même fortement augmenté ces dernières années, alors que potentiellement les loyers, eux, sont plutôt stabilisés. Alors la question, elle est forcément à la fois très large et on parle quand même d'un grand marché de l'Île-de-France. Si on prend Paris avec un encadrement des loyers très strict et puis le reste de l'Île-de-France, déjà, la réponse ne sera pas forcément la même. Quoi qu'il en soit, sur l'ensemble du marché de l'Île-de-France, parce que je vais quand même rester synthétique, c'est si vous cherchez du rendement à tout prix, l'Île-de-France, beaucoup d'acteurs du marché vous diront la même chose, c'est que si vous cherchez du rendement, c'est pas forcément l'Île-de-France qu'il faut convoiter. Si par contre, vous cherchez effectivement, en tant que bon père de famille, avoir du rendement, encore une fois, la logique de long terme, un placement bon père de famille, l'Île-de-France reste, à travers son parc immobilier, une valeur refuge. Encore une fois, et navré pour les portes déjà ouvertes que je vais enfoncer, mais surtout dans un marché qui risque de, en tout cas, être beaucoup plus sage, si toutefois il ne se retournait pas par la suite. Il y a quand même des règles de base à garder. Déjà, vous savez, les 3 critères qui sont l'emplacement, ça se vérifiera d'autant plus. On n'insistera jamais assez sur le fait qu'il faut être près des transports. Et là, effectivement, c'est ce qui vous permettra de rester à l'abri en matière de rendement, si on parle bien de rendement locatif. Et puis, peut-être Guillaume ajoutera à cela, mettez-y de la rénovation énergétique, parce que si toutefois il y avait une dévalorisation des prix au mètre carré, mais écoutez, vous aurez en tout cas un patrimoine immobilier qui restera à flot grâce à la rénovation énergétique, parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour les prochaines années. Merci Mathieu pour cette réponse, pour une question qui était quand même qui était pas simple. Guillaume, oui. Sur la rénovation, justement, une question concernant les aides. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Tendance peut-être à avoir une réduction des aides ces derniers temps. Qu'est-ce qui est prévu pour les mois ou années qui viennent par le gouvernement? On parle de planification écologique là, avec le nouveau gouvernement. Donc, c'est ce que j'évoquais, en fait. La réduction des aides a commencé récemment, mais elle concerne surtout les monogestes de travaux et ne touche pas les rénovations globales. Et donc, vraisemblablement, la réduction des aides qui concerne tous les publics. Parce que vous pouvez avoir des aides... Alors, je sais qu'on n'en a pas parlé, mais les aides, on a toujours l'impression que c'est réservé à des personnes qui ont moins de revenus. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des aides pour des rénovations globales, indépendamment du revenu. Alors certes, les montants des aides seront un peu moins importants, mais vous aurez droit aussi à des aides, que ce soit MaPrimeRénov'
ou également les C2E. Donc en résumé, pour répondre à la question, il y aura une baisse des aides sur ceux qui feront des monogestes, mais par contre, une augmentation, je pense, des aides pour les rénovations globales. D'accord. Alors, en transition totale sur une autre question, finalement, ces rénovations, elles peuvent coûter relativement cher, notamment sur les rénovations globales. Est-ce qu'on s'y retrouve vraiment dans le prix du bien au final? La question, voilà. Un de vous deux, ou tous les deux. Moi, je vais tenter l'exercice en parlant, préservation de mon patrimoine immobilier. Dit autrement, moi, c'est quel risque je prends si je ne fais pas ma rénovation. Donc, si on a un rééquilibrage entre l'offre et la demande qui sera en position de négocier risque de me faire flancher sur mon prix de vente si moi, je mets mon bien à la vente. Donc, je prends un risque à ne pas y aller. Alors, je ne sais pas, Guillaume. Je suis d'accord avec toi. Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'on aura des audits qui vont être obligatoires pour vendre des biens qui ont une note F ou G, si je n'ai pas fait de travaux de rénovation dans ma maison et que je dois la vendre rapidement, déjà, on sait que la note énergétique, le fameux DPE qu'on évoquait au début de l'introduction, est aujourd'hui très suivi par les acquéreurs. C'est un point de vigilance et certains ne vont même pas visiter les biens qui ont une mauvaise note énergétique. Donc, si vous ne faites pas des travaux, que pour X raisons, vous devez vendre rapidement votre bien et que vous êtes contraint de devoir faire un audit, et que dans cet audit, il est précisé que pour rénover son bien, il faudra faire 40, 50 ou 60 000 euros de travaux, il y a de fortes chances, sauf si vous êtes un super négociateur, que vous soyez contraint de perdre de l'argent sur votre maison. Donc la rénovation est aujourd'hui un moyen de protéger son patrimoine. Ce n'est pas juste une question de réduction de factures. La rénovation énergétique, on pensait souvent réduction des factures. Il y a trois choses qui sont importantes. La réduction des factures, certes, l'augmentation de la valeur du patrimoine, mais aussi la santé. Parce qu'un logement qui est économe en énergie, qui est sain, c'est un logement qui protège la santé. Donc, moi, je suis acquéreur. Si je dois acheter un logement demain, pour ma famille, je vais acheter un logement qui soit économe en énergie. Donc, la réponse, c'est il faut rénover. Très bien. Alors, on va finir par une dernière question qui est très opérationnelle. Finalement, on veut faire cette rénovation. On doit s'attaquer à quoi en priorité? Qu'est-ce qui est le plus énergivore, finalement? Est-ce que c'est la toiture, les murs, le système de chauffage? Si on doit prioriser. Alors, si on doit prioriser, je vais prendre une image. Imaginez que vous avez une vieille chaudière au fioul, vous allez mettre une PAC, donc une pompe à chaleur, et vous dites, chouette, je vais économiser moins d'énergie. Mais en fait, vous n'avez pas fait les travaux de l'enveloppe, donc c'est-à-dire les murs et les fenêtres. Et donc, c'est comme si en plein hiver, vous aviez les fenêtres qui étaient ouvertes. Et donc, votre pompe à chaleur, elle va essayer de produire de l'énergie pour vous chauffer, mais vous aurez toujours froid. Donc, la règle, c'est on s'occupe d'abord de l'enveloppe et des ouvrants. Ensuite, on isole le toit. Et surtout, on évite les isolations en euros, même si ça n'existe plus aujourd'hui. Et ensuite, on peut s'occuper des productions de l'eau chaude, des productions de chauffage. Donc, pensez d'abord enveloppe, toit, et ensuite le plancher bas aussi. Et après, la production d'eau chaude et de chauffage, et des équipements. Parfait. Écoutez, merci, messieurs, de nous avoir accompagnés pour cette webconférence. J'espère que vous aurez eu un maximum de réponses aux questions que vous pouviez vous poser sur le sujet à la fois du marché de l'immobilier actuel et de la rénovation énergétique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine webconférence. À très bientôt. Merci.